Le Conseil de sécurité de l'ONU, probablement l'organe le plus puissant au monde, vient de prendre une décision cruciale pour l'avenir de Gaza. Mais imaginez qu'un grand expert en droit international arrive et dise « Attendez une minute, cette décision-là, elle n'est pas juste contestable, elle est carrément illégale. » C'est une affirmation assez lourde. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'il en est. Alors, celui qui nous guide dans cette analyse, c'est le professeur Ralph Wild. Et il ne mange pas ses mots. Il qualifie carrément cet acte de honteux. C'est quand même fort comme déclaration, surtout quand ça vise une décision prise au plus haut niveau de la diplomatie mondiale. C'est vraiment de là que part toute notre explication aujourd'hui. OK, pour bien suivre le fil de sa pensée, voici le plan de match. D'abord, on va clarifier c'est quoi exactement cet acte honteux. Ensuite, petit retour en arrière, on va plonger dans l'histoire de la tutelle pour voir d'où ça vient. Puis, on va voir pourquoi ce modèle-là a été en principe jeté aux oubliettes. Et finalement, on va se concentrer sur le cœur de l'argument juridique. Pourquoi c'est illégal et pourquoi même l'ONU n'aurait pas le droit de faire ça? Bon, allons-y. C'est quoi au juste cet acte honteux qui a mis le feu aux poudres? En fait, tout part d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 2803. Elle a été adoptée le 17 novembre 2025 et ce qu'elle fait, c'est qu'elle autorise la mise en place d'une tutelle internationale sur Gaza. Et c'est là que l'argument du professeur Wild frappe en plein dans le mille. Ce qu'il dit, c'est que cette décision, même si elle vient du Conseil de sécurité, eh bien, elle viole les principes les plus fondamentaux du droit international. Rien de moins. C'est une accusation vraiment, vraiment sérieuse. Et pour bien saisir la portée de tout ça, il faut faire un petit saut dans le passé. OK, donc pour comprendre pourquoi cette résolution serait illégale aujourd'hui, il faut d'abord comprendre c'est quoi la tutelle et d'où ça vient. Parce que, attention, ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Ça traîne une histoire qui est, disons, profondément liée à l'époque coloniale. Au fond, l'idée de la tutelle repose sur une analogie que l'expert qualifie, avec raison, de raciste. C'est assez simple à comprendre et c'est ça qui est troublant. D'un côté, on a des peuples qui sont vus comme des enfants, pas encore capables de se débrouiller tout seuls, et de l'autre, on a les puissances coloniales, les adultes, qui ont le devoir de les prendre par la main et de les guider. Et le pire, c'est que ce n'est même pas une interprétation. Ces mots-là, ils viennent directement des textes officiels de l'époque. Cette idée-là, elle a changé de nom au fil du temps, mais le principe de base, lui, est resté pas mal le même. Ça a commencé officiellement avec la colonisation à la fin du 19e siècle. Après la Première Guerre mondiale, on a utilisé le terme « mandat ». Après la Deuxième Guerre, l'ONU a parlé de territoire sous tutelle. Puis, beaucoup plus près de nous, on a eu des administrations internationales. Bref, les étiquettes changent, mais l'idée qu'un pouvoir extérieur prend le contrôle, ça reste. Sauf que le monde a changé. Le droit international aussi. Il y a un nouveau principe fondamental qui est apparu et qui est venu tout chambouler, qui a complètement démoli cette vieille idée de tutelle. Et voilà le point de rupture. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec les grandes luttes pour la décolonisation, un principe a émergé et a tout changé, le droit à l'autodétermination. C'est l'idée toute simple mais révolutionnaire qu'un peuple a le droit de choisir lui-même son propre avenir. C'est un principe qui vient frapper de plein fouet le vieux modèle de la tutelle. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. L'ONU l'a écrit noir sur blanc en 1960. La déclaration est super claire. Le fait qu'un peuple ne soit pas assez préparé ne peut jamais être utilisé comme excuse pour retarder son indépendance. C'est carrément une claque à toute la logique de la tutelle. L'argument du « vous n'êtes pas encore prêt », c'est terminé, invalidé. Donc, ce qui est vraiment crucial de comprendre ici, c'est que le droit à l'autodétermination est venu complètement abolir cette hiérarchie entre les peuples. Selon l'analyse de l'expert, cette fameuse distinction raciste entre l'enfant guidé et l'adulte qui guide, elle n'existe plus en droit. Tous les peuples sont maintenant considérés comme égaux, comme des adultes, avec un droit fondamental à la liberté. Bon, maintenant qu'on a bien en tête tout ce contexte historique et juridique, revenons à nos moutons, la résolution sur Gaza. Entrons dans le vif du sujet et voyons précisément pourquoi, selon le professeur Wild, elle est illégale. Une question logique vient tout de suite à l'esprit. Mais et si le peuple palestinien était d'accord avec cette tutelle? Si on a leur consentement, est-ce que ça ne rend pas le tout légal? C'est une excellente question et la réponse de l'expert est un non très, très ferme pour des raisons juridiques bien précises. Pour comprendre sa réponse, il faut introduire un concept un peu technique mais super important, le jus cogens. Pensez à ça comme aux règles d'or du droit international. Ce sont des normes tellement fondamentales que rien ni personne ne peut y déroger. Zéro exception. L'interdiction de génocide, de l'esclavage, de la torture, tout ça, c'est du jus cogens. Alors, voici le raisonnement en 3 temps. Primo, un accord qui est conclu sous la menace ou par la force, il est nul. Ça, c'est la base. Deuxièmement,
Et c'est ça le point central. Le droit à l'autodétermination aujourd'hui est reconnu comme faisant partie de ces fameuses règles d'or, une norme de jus cogens. Donc, tertio, si on met les deux ensemble, ça veut dire que n'importe quel accord, même avec un semblant de consentement, qui viole ce droit, eh bien il est automatiquement nul. Mais ce n'est pas tout. L'argumentation ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième gros morceau qui touche cette fois aux limites du pouvoir du Conseil de sécurité lui-même. Et ça, c'est l'autre objection qu'on pourrait soulever. On se dit, attends, le Conseil de sécurité, c'est l'instance suprême, non? Il a des pouvoirs énormes. Alors, pourquoi ça ne s'appliquerait pas ici? Pour répondre à ça, il faut un autre concept juridique, ultra vires. C'est du latin, et ça veut simplement dire au-delà des pouvoirs. En gros, un acte est ultra vires quand une organisation a agi en dehors des limites de son autorité, en dépassant son propre mandat. Alors, voici la chaîne logique. Le pouvoir du Conseil de sécurité, il n'est pas absolu. Il est limité par son propre document fondateur, la Charte de l'ONU. Et qu'est-ce que dit cette charte? Que les actions du Conseil doivent être conformes au droit international. Alors quand le Conseil prend une décision qui viole une norme suprême comme l'autodétermination, il sort de son propre cadre légal. Il agit ultra vires. Et la conclusion, c'est que sa décision est donc juridiquement nulle. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que le professeur Wilde nous montre que ce n'est pas la première fois. Il fait un parallèle direct avec ce qui s'est passé il y a un siècle. Il explique que le Conseil de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, a fait exactement la même chose. Un acte ultra vire en autorisant le mandat britannique sur la Palestine. On a comme une drôle d'impression de déjà-vu. Et pour ajouter une couche personnelle presque tragique à tout ça, le professeur Wilde raconte qu'il est horrifié d'apprendre que son propre livre académique sur l'histoire des tutelles serait maintenant utilisé comme une sorte de manuel pour mettre en place ce plan pour Gaza. Un plan qu'il considère lui-même comme une violation flagrante de tout ce qu'il a étudié. L'ironie est assez cruelle. Et pour boucler la boucle, l'expert cite cette déclaration qui vient directement du terrain et qui montre un rejet clair de ce plan. Et pour lui, c'est exactement ça le droit à l'autodétermination en pratique. C'est un peuple qui se lève et qui dit non. C'est à nous de décider de notre avenir. Alors, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'analyse de cet expert est juste, si même l'organe le plus puissant du monde peut agir au-delà de ses pouvoirs et violer les règles les plus fondamentales, alors qu'est-ce qui reste pour protéger les droits fondamentaux des peuples? C'est une question qui pèse lourd.